sur l'actualité politique du pays. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Lorsqu'il manque 2 minutes, est-ce que vous pouvez faire un signe? Bien, d'abord, je voudrais remercier beaucoup, pas seulement cette invitation, mais aussi bien la présence de vous tous dans une mobilisation comme celle-là. Il va de soi que pour nous, cette mobilisation internationale, elle est absolument fondamentale et totalement importante parce qu'il y a certaines choses qui nous sont impossibles de faire au Brésil maintenant. Et cette mobilisation, les mobilisations internationales, elles permettent la circulation, disons, de certaines questions et la pression vers le Brésil qui, je suis sûr, et bien, je suis sûr aussi qu'il y a pas mal de gens qui pensent un peu comme moi, que cela va être un élément assez important après la radicalisation de ce que nous sommes en train de commencer à voir au Brésil. Et j'aimerais parler au moins de 3 choses. D'abord, bien, ce que nous voyons au Brésil, c'est un processus en 2 temps. Vous ne voyez là que le premier temps, cette première temps, il ne va pas durer longtemps. Il va durer quelque chose, disons, entre 1 et 2 ans, parce qu'il est clair, ok, ça c'est une possibilité d'interprétation, mais je voudrais partager avec vous. Il est clair que la tension sociale au Brésil, elle montera à partir du moment que les résultats des politiques économiques, qui sont des résultats catastrophiques, sont les résultats d'une application d'un néolibéralisme, d'ultra-néolibéralisme, dans un modèle chilien, un modèle pinochetiste, bien, il est clair qu'à partir du moment que la population comprendra ce que signifie la paupérisation, l'augmentation de la pauvreté, la réforme des impositions, la réforme de la sécurité sociale, on peut compter avec un tensionnement de la vie sociale brésilienne, mais dans un contexte où nous avons un pouvoir qui n'est pas seulement, disons, d'extrême droite, il y a un pouvoir militariste. Même à l'époque de la dictature militaire, on n'a pas, eux, aussi des militaires au gouvernement. C'est-à-dire, ce qui montre, d'une certaine façon, comme il y a un dispositif qui a été construit et qu'il sera mis en place. À partir de ce moment, on sera vraiment dans une situation extrêmement dure, surtout parce que ce gouvernement est un gouvernement qui a compris, disons, qui a un diagnostic. Son diagnostic, c'est que la dictature militaire, elle a perdu, c'est-à-dire elle a fini, entre autres choses, parce qu'elle n'a pas gagné la bataille de la constitution de l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire, on a vu d'une façon assez claire comme la question de l'hégémonie culturelle, elle est devenue une question centrale. Et ce n'est pas à cause d'une manœuvre diversionniste, c'est parce qu'il s'agit de reconstituer pas seulement l'ambiance culturelle du pays, mais aussi de reconstituer son histoire, de réécrire son histoire, d'effacer ce qui s'est passé, d'empêcher qu'on parle, par exemple, de dictature militaire, comme ça n'avait jamais existé. Et je vous rappelle que, par exemple, maintenant, exactement dans ces moments, les maisons d'édition de livres pour les écoles, elles sont là en train d'être obligées d'effacer le nom dictature militaire pour mettre le mouvement militaire. C'est-à-dire, ce qui montre très clairement comme ça, c'est une perspective large des combats qui passe par plusieurs niveaux et par plusieurs mesures. Bien, d'autre part, la sensibilité internationale à propos de la situation brésilienne, pour nous, elle est claire, c'est-à-dire le Brésil est devenu un genre de laboratoire mondial. Là, en laboratoire mondial, et on peut dire ça d'une façon assez claire, parce que si ce modèle, il marche au Brésil, il sera exporté d'abord pour d'autres pays de l'Amérique latine, et après par des pays où, disons, l'expérience de la démocratie libérale, elle n'est pas une expérience de décennies et de décennies, comme on voit en Europe. Parce que nous voyons que, contrairement à l'extrême droite européenne, qui, dans une large mesure,
est une extrême droite du point de vue économique antilibérale qui s'en sert des questions protectionnistes, qui fait, par exemple, le combat contre le système financier en se servant d'un modèle, disons, nous avons vu dans le fascisme dans les années 30. Au Brésil, nous avons une extrême droite hyper néolibérale. C'est un modèle, comme je vous avais dit, c'est un modèle qui vient de l'expérience chilienne, et c'est un modèle qui ne pouvait être constitué, parce qu'il ne pouvait avoir de l'hégémonie momentanée dans un pays comme le Brésil, ne pouvait que s'il s'en servait aussi d'autres niveaux de discussion, comme par exemple les questions liées aux droits des classes les plus vulnérables, les questions liées à des problèmes dans l'univers académico-culturel. Parce que, par exemple, si nous prenons ce que nous avons comme chiffre des positions des Brésiliens, par exemple, on a découvert, ça fait une semaine, 61% de la population brésilienne était contre la facilitation de la possession d'une arme. Ce qui est une des premières mesures que ce gouvernement a fait voter. Bien, 67% de la population brésilienne, elle était contre tout et n'importe quel changement dans les lois du travail. 85% de la population brésilienne est totalement contre tout et n'importe quel changement dans les lois de retraite. C'est-à-dire, vous voyez, les questions fondamentales qui vont être mises en place par ce gouvernement sont des questions absolument antipopulaires. Et il ne pouvait, d'une certaine façon, avoir cette perspective de victoire qui, à partir, disons, de deux axes fondamentaux. La première, c'est à travers la constitution d'une élection qui a été totalement... c'était une élection bidon. C'était une élection où on peut voir très clairement l'intervention de pouvoirs étatiques pour qu'un certain résultat puisse être donné. D'autre part, c'est une autocritique importante que nous devons faire, surtout au Brésil. C'est que l'extrême droite a été la seule possibilité politique d'expression d'un désir anti-institutionnel au Brésil. C'est-à-dire le désir de rupture, parce qu'il a été clair pour une grande partie de la population que ce que nous avons appelé la Nouvelle République, elle était finie. Ces accords, ces modalités de coalition, elles ne pouvaient plus marcher. Sa démocratie, elle était une démocratie des castes, parce qu'elle est une démocratie pour nous. Par exemple, nous, à l'université, nous avons sorti, à l'époque des élections, nous avons constitué des groupes de travail dans la banlieue, avec plus ou moins 500 personnes. Et ces groupes, ils ont réussi à avoir un contact assez fort dans une certaine situation. Et c'était intéressant comment ils sont revenus à l'université pour dire, mais vous voyez, la chose là qu'on a plus entendue, c'est que lorsqu'on parlait que la démocratie était en danger, les gens nous demandaient, mais quelle démocratie? Parce que là, on ne connaît rien. C'est-à-dire, nous étions toujours, ces populations étaient toujours dans une situation d'exception, dans une situation d'extrême violence, d'une violence quotidienne et une violence policière qui n'a pas changé dans n'importe quel gouvernement de la Nouvelle République, parce qu'elle était constitutive du fonctionnement normal de la Nouvelle République. Alors, aller vers cette population et dire qu'on essaye de rétablir la normalité démocratique, c'est quelque chose qui va être entendu comme un genre de blague. Donc, il est absolument important pour ceux qui veulent, d'une certaine façon, comprendre qu'il y a encore un futur pour notre pays. C'est que cette futur, elle doit être complètement différente de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on doit faire vraiment le deuil de dire, bien, mais ce qu'on a eu jusqu'à là, on n'aura jamais. Il y a de bonnes raisons pour ça. Notre tentative de constituer une démocratie a échoué, mais pas échoué à cause de Bolsonaro,
Elle a échoué dans son sens le plus fort du terme. Elle n'a pas été capable d'absorber la majorité de la population dans un processus vraiment de constitution de subjectivité politique. Elle n'a pas été capable exactement de garantir que l'État ne serait pas l'élément fondamental des violences dans la société. La violence de l'État envers ces populations, une violence connue qui n'a jamais changé. Donc, il manque d'une façon désespérante à la gauche brésilienne et à tous ceux qui se comprennent eux-mêmes comme une partie d'un mouvement progressiste, la possibilité réelle d'absorber, de dire et de parler au nom d'une rupture qui ne soit plus ce genre de rupture qui a le fantasme de l'histoire brésilienne. C'est lorsqu'il y a une situation d'instabilité, on demande l'ordre, un ordre qui est normalement un ordre militaire, mais une possibilité vraiment de rupture qui puisse donner un pouvoir réel des décisions, des délibérations à la population. Mais la question est là, j'aimerais insister sur ce point, et peut-être comme ça on pourrait nouer avec des questions liées à ces réseaux de solidarité internationale. C'est-à-dire, il nous manque désespérément du courage d'insister sur une nouvelle imagination politique. C'est-à-dire, la situation brésilienne est vraiment une situation terminale. Nous sommes les seuls pays en Amérique qui a été capable d'élire un gouvernement d'extrême droite militariste. Ça n'existe dans aucun moment de l'histoire de l'Amérique. C'est-à-dire, c'est la seule situation. C'est-à-dire, ce qui montre, à mon avis, disons, la radicalité du processus. Et comme réponse à ce processus, on ne peut plus accepter, disons, d'abord que la mélancolie gagne les limites de l'imagination sociale. Et d'autre part, que notre imagination ne puisse être capable d'essayer de créer ce qui jusqu'à là nous semblait impossible. C'est-à-dire que c'est de créer ce qui jusqu'à là nous semblait, on a nécessité de réinstauration institutionnelle, au sens le plus fort du terme. Et dans ce sens, j'insisterai, les universités brésiliennes, parce que nous sommes dans un milieu universitaire, elles ont une tâche assez forte. Et ce n'est pas par hasard que les deux groupes qui seront les objets les plus forts de violence au pays sont d'un côté les universités et les artistes, et d'autre côté les classes les plus défavorisées et les classes les plus vulnérables, les Noirs, les mouvements LGBT et la population la plus pauvre. J'insisterai sur ce point parce qu'il est possible, si le milieu artistique et universitaire comprennent leurs nouvelles tâches, s'il est possible de constituer pas seulement une résistance, pas seulement, disons, un empêchement, mais une alternative. C'est ce qui manque à nous, une vraie alternative des changements au sens structurel du terme. Et là, je finirai en insistant aussi, c'est-à-dire, on a un débat au Brésil à propos de notre situation. Et ce débat, d'une certaine façon, il peut apparaître dans un contexte international parce que ce n'est pas seulement un débat sur le Brésil. C'est un débat sur un pays inséré dans un système global du capitalisme mondial, mais un pays dont l'insertion est absolument fondamentale, et un pays qui en même temps est périphérique, mais il a une puissance régionale, et qui exprime d'une façon assez claire qu'est-ce qui sera le capitalisme à partir de ce moment. C'est-à-dire, cet dénouement du capitalisme est dans le genre de démocratie formelle. Parce que la situation brésilienne est claire. C'est-à-dire, le capitalisme peut-être n'a plus besoin de cette démocratie formelle. Et nous voyons cela, pas seulement dans l'Amérique latine, nous voyons dans des pays d'Europe, nous voyons dans d'autres pays. C'est-à-dire, cette extrême droite, c'est une extrême droite globale. Et contre cette extrême droite globale, on a besoin, encore une fois, comme on a eu besoin dans d'autres moments de l'histoire, une vraie internationale. C'était ça. Merci.